Hey, salut tout le monde, ici Jay de Parlons Otaku. Alors, avec une toute nouvelle boîte mystère ce mois-ci. Alors, si vous vous rappelez, il y a environ un mois, et même plus, je dirais, Otakuman et moi avons fait une ouverture d'une boîte mystère. Une boîte qui nous avait été envoyée chaleureusement par Annie Passion J pour faire des évaluations des mangas dans la boîte. Et maintenant, je m'apprête à faire une nouvelle évaluation d'une nouvelle boîte. Alors, évidemment, Otakuman n'est pas présent avec moi aujourd'hui, étant donné le reconfinement. On est obligé de faire ça séparé, chacun dans nos propres logements. Donc, ça va être solo cette fois-ci, en espérant que ce sera la seule fois, mais on verra comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que vous dites qu'on ne retarde pas ça et qu'on s'attaque tout de suite à la boîte? Donc, ça va être des découvertes pour vous. Donc, notre tout premier manga est un manga se nommant Jormungand. Alors, Jormungand est un manga écrit par Keitaro Takahashi. Et je vais vous lire la quatrième de couverture et ensuite vous en donner mes impressions personnelles. Jonah est un enfant soldat qui haït les armes depuis qu'il a perdu ses parents lors d'un bombardement. Il s'infiltre dans la milice privée de Koko Ekmatiar, une jeune vendeuse d'armes au caractère pour le moins explosif. C'est vraiment tout ce qu'il y a décrit dans la quatrième de couverture. Et en fait, c'est pas juste le volume 1 qui m'avait été envoyé pour ce manga-là, mais les deux premiers volumes. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga-là? Eh bien, Jormungand, pour moi, avait une histoire intéressante à propos de ces deux personnages-là, Jonah et Coco, qui ont deux personnalités extrêmement différentes. Jonah ayant une personnalité plus introvertie, il est plus silencieux, il est très réservé sur qu'est-ce qu'il révèle aux autres, sur lui-même, sur son passé, sur ce qu'il a vu. Et il ne s'ouvre pas vraiment aux autres. Et Coco est comme l'opposé exact de lui. C'est la vendeuse d'armes qui voit un certain potentiel en lui pour l'aider avec ses ventes d'armes en temps de guerre. Et elle est vraiment plus extravertie, elle est tout le temps pleine d'énergie, elle est toujours à l'aise avec tout le monde. Et à travers ces personnalités différentes-là, ils font vraiment une équipe pour, comme vendeurs d'armes, les deux ayant leur grande force, leur grande faiblesse. Et les deux ont certaines caractéristiques qui leur permettent de vraiment de mieux gérer cette affaire de vente d'armes-là en temps de guerre. Personnellement, j'ai trouvé que ce manga-là avait définitivement un très grand potentiel. Il utilise certains de son potentiel très bien et certains de son potentiel pas si bien. Je trouvais que les deux personnages principaux étaient des personnages assez intéressants. J'aimais surtout le personnage de Coco. Elle était une personnage tellement divertissante. Elle sortait souvent des lignes vraiment drôles. Et était juste pleine d'énergie et juste le fun à suivre. Et Jonah, c'est plus un personnage que, tu sais, on veut... Il s'ouvre pas vraiment, mais on veut quand même en découvrir sur lui. On veut savoir ce qu'il a vécu et qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qui va lui arriver, est-ce qu'il va finir par s'en sortir, est-ce qu'il va finir par plus s'ouvrir aux autres. Et d'habitude, je suis pas... Des fois, je suis pas tellement fan de personnages comme lui parce que des fois, des auteurs se fient juste au fait de « Ah, il y a un passé lourd, il est silencieux, donc automatiquement, il est tridimensionnel et intéressant, alors que c'est pas toujours le cas. » Mais l'auteur a vraiment, pour moi, suffisamment bien écrit le personnage de Jonah pour qu'il soit suffisamment intéressant. Un gros problème que j'ai avec le manga, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de dialogue. Et le rythme n'est pas toujours fluide. Des fois, ça va vraiment trop vite. Et les scènes d'action, pour moi, n'étaient pas super bien... Pas qu'ils étaient mal dessinés, mais pas bien comme...
suivi. Les images, pour moi, ne se suivaient pas suffisamment bien pour que ça fasse des scènes d'action tant excitantes. Souvent, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais l'histoire restait quand même un minimum intéressant. Et juste par ces deux personnages principaux et quelques personnages secondaires, et on en apprend de plus en plus sur les deux personnages principaux, et pour moi, ça en faisait une lecture suffisamment divertissante que je lui avais donné un 7 sur 10. Donc, est-ce que je le recommande? Oui. Est-ce que je vais lire les autres volumes? Probablement pas. Mais, juste parce que je ne les lirai pas probablement, ne veut pas dire que vous n'allez pas vouloir les lire après. Donc, c'est un manga que je recommande. Donc, première découverte, Jormungand, volume 1 et 2. Prochain manga. Un autre de deux premiers volumes. Et je tiens à aviser que ce manga-là ne s'adresse pas à une jeune audience. Vous avez été avertis. Donc, il s'agit de Gigant, ça de ce côté-là, volume 1 et volume 2. Donc, juste par la couverture, je pense que vous pouvez voir pourquoi ça ne s'adresse pas à une jeune audience. Donc, je vais vous lire la première de couverture de Gigant volume 1, c'est celui-là. Pour Ray, le cinéma est tout ce qui compte dans la vie. Le lycée n'est qu'un prétexte pour monter des projets et parler film avec ses camarades. Il ne l'avouera jamais à ses amis, mais son artiste préféré, Papiko, ne joue pas dans des œuvres classiques. C'est une star du porno. Il possède toutes ses vidéos qu'il regarde en cachette. Sa passion prend un tour singulier le jour où des affiches anonymes et injurieuses dévoilent que Papiko habite dans le quartier du lycéen. En bon fan, l'adolescent se précipite pour les arracher au beau milieu de la nuit quand il se retrouve nez à nez avec son idole. Pour lui, c'est un rêve qui se réalise, ainsi que le début d'une improbable amitié. Ray est loin d'imaginer que l'actrice s'apprête à l'embarquer dans une aventure digne d'un film de science-fiction déjanté, avec super pouvoirs et extraterrestres à la clé. Donc, personnellement, je trouvais que Gigant avait une histoire qui pouvait être intéressante. Et j'avoue que durant la première moitié du premier volume, j'étais investi. Je trouvais que l'histoire pouvait aller dans des directions très intéressantes et captivantes. Et pour la première moitié sert assez bien d'introduction à l'histoire, aux personnages. Mais un gros problème que j'ai, justement, par rapport au personnage, c'est que le personnage principal, Ray, était un personnage très vide. Il est très unidimensionnel, il était zéro intéressant. Tout ce qu'on sait sur lui, c'est qu'il a une passion pour le cinéma, il veut devenir réalisateur. Son actrice préférée, c'est pas une actrice à la Audrey Hepburn ou Bette Davis, c'est une actrice porno. Honnêtement, c'est tout ce qu'on sait sur lui. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de personnalité. Il n'y avait aucune profondeur dans le personnage. Mais, au contraire, Papiko, pour moi, était un personnage très intéressant. Pas parce que elle a un corps de rêve et que tous les hommes veulent. Non, ils ont vraiment mis un certain effort à lui mettre une personnalité, à lui mettre une histoire personnelle que on vient à sympathiser avec elle. On vient à vraiment comprendre qu'elle vit une vie qu'elle n'aime pas vraiment. Elle a un chum qui peut être violent avec elle, qui lui crie souvent après. Elle a une famille qui lui parle seulement quand ils ont besoin d'argent, parce qu'elle fait quand même beaucoup d'argent avec ses films, et quand ils n'ont pas besoin d'argent, ils ne lui parlent pas et ils se foutent carrément d'elle, il la renie quasiment. Et pour ça, on vient à vraiment sympathiser avec elle, on veut vraiment la suivre. Et pour la première moitié du premier volume, j'étais assez investi. Mais aussitôt, parce que en fait ils ne le disent pas, mais ce qui lui arrive, c'est qu'elle est témoin
d'un genre de meurtre, accident, je ne suis pas sûr si c'est lequel des deux, dans lequel un homme du futur lui dit qu'elle doit terminer ce qu'il a commencé et il lui met un genre d'appareil sur le poignet et elle se rend compte que cet appareil-là a le pouvoir de lui faire changer de grandeur. Elle peut devenir une géante, elle peut devenir petite comme ça et that's it. Et à partir de là, ils font juste utiliser ce pouvoir-là pour mettre du fanservice. C'est tout. Après ça, c'est juste une excuse pour mettre du fanservice. Deuxième moitié du premier volume, fanservice, avec un peu d'histoire. Deuxième volume, complètement un peu de fanservice, un peu d'histoire, plein de fanservice. Et à cause de ça, j'étais vraiment pas investi. Mais par contre, les dessins étaient assez jolis. C'était assez bien dessiné. Et j'aimais vraiment le personnage de Papico. Mais je peux pas tant recommander ce manga-là, honnêtement. Ça va avoir une certaine audience. Je suis confiant qu'il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer. Et je comprends très bien ça. Mais personnellement, j'ai donné au premier volume un 6 sur 10. Je tiens encore sur cette note-là. Donc, prochain. Définitivement ma découverte de la semaine. Je vais le dire tout de suite, c'est le meilleur manga de la boîte de loin. Et il s'agit de Blue Flag, volume 1 et 2. Donc, Blue Flag, commençons avec le volume 1, je vais vous lire la quatrième de couverture. Au printemps de leur année de terminale, 3 élèves se retrouvent à un carrefour de leur vie. Taishi est dans la même classe que Thomas, un ami d'enfance qui tout réussit, et que Futaba, une fille qu'il a du mal à supporter. Et que Futaba... Ok, je pense que la traduction française a fait un peu défaut. Un jour, Futaba se confie à lui et lui avoue qu'elle est amoureuse de Thomas. Un instantané sensible et saisissant de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc, en lisant Blue Flag, j'avais pas vraiment d'attente. Ça semblait être une histoire de romance, triangle amoureux, assez générique, assez cliché. Mais en lisant le manga, je me suis rendu compte que c'était tout sauf générique et cliché. Premièrement, l'auteur fait quelque chose avec ce manga-là que beaucoup de mangas de romance, de triangle amoureux, ont de la misère à comprendre, et c'est de faire 3 personnages pour qui on se fait du souci également. Et les personnages sont très attachants, très tridimensionnels, c'est vraiment des personnages qu'on peut vraiment s'attacher et on peut vraiment s'identifier. On peut s'identifier à certains aspects de chacun des personnages, comme Taishi, lui au milieu ici. C'est vraiment un personnage qui est solitaire, qui n'a pas tant d'amis, il ne se confie pas vraiment aux autres, il est plus introverti, plus... il est un peu silencieux et il n'est pas tant intéressé à avoir des amis. De toute façon, on a Thomas, lui ici, et lui c'est plus comme le gars qui a réussi, qui est confiant, qui est vraiment populaire auprès des autres, mais qui n'est pas tant ce à quoi on s'attend. Il est pas... Il y a comme une surface qui ne révèle pas tant son intérieur. Faut lire pour comprendre. Et Futaba, qui est une fille extrêmement timide, et elle veut tellement conquérir Thomas, elle veut tellement lui dire qu'elle est amoureuse de lui, mais elle est juste pas capable. Et elle supplie Taishi de l'aider à conquérir Thomas, et à cause de sa timidité, ça amène qu'elle est comme jamais capable, mais elle pousse, elle veut tellement le conquérir, elle est vraiment déterminée, et j'aimais vraiment cet aspect-là du personnage, combien elle était déterminée. Et pour vrai, je pense que c'est à elle que je m'identifiais le plus. Ben, Taishi et Futaba, certains aspects des deux, je m'identifiais pas mal à eux autres. Et c'est vraiment un manga qui joue beaucoup avec le triangle amoureux, mais c'est pas le triangle amoureux typique. C'est pas
lui est amoureux d'elle, mais elle est amoureuse de lui. Non, c'est vraiment juste, elle est amoureuse de lui va aider elle, mais lui va penser qu'elle est amoureuse de lui. C'est vraiment... Et c'est pas tant... c'est pas tant vu dans les littératures, au cinéma, aux séries télé, un triangle amoureux de ce genre-là, et l'auteur comprend vraiment comment exploiter ce genre de triangle amoureux-là, et le manga n'est pas juste à propos de ce triangle amoureux-là, c'est sur les personnages qui en découvrent sur eux-mêmes, sur nous autres qui découvrent certains côtés de ces personnages-là, qui en font des personnages aimables et même détestables à certains moments. Et le manga comprend parfaitement comment nous investir dans ces personnages-là. Blue Flag, j'ai donné un 9.5 sur 10 dans ma critique sur Facebook, et si vous êtes intéressé à le lire, je le recommande fortement. C'est définitivement le manga de la boîte que je recommande le plus. Et je vais définitivement acheter les autres volumes. En fait, je les ai déjà commandés, et ceux qui sont disponibles au Québec, en tout cas. Bon, ensuite, on passe du meilleur au pire. Donc, prochain, Master and Slave, un manga de seulement un volume. Et je pense que vous savez un peu où ça s'en va. Disons le quatrième de couverture. Une fille de grand patron et son serviteur attitré. Cette relation aurait dû rester le même indéfiniment, et pourtant, Kana Masuzawa est la fière héritière de la bijouterie Masuzawa. Alors qu'elle se pensait absolument intouchable, la société de son père fait faillite et tous leurs biens sont saisis. C'est à ce moment qu'on découvre que son serviteur, Ko, était le fils caché du patron du groupe Niemi. Nana se retrouve alors exploitée par son ancien larbin, avec qui les positions sont maintenant totalement inversées. Mais, trois petits points, point d'interrogation. Donc, Master and Slave, juste par l'histoire, et même par le titre, et par l'image sur la couverture, je pense que vous savez un peu où ça s'en va. Pour moi, ce manga-là c'était un manga sadique. Ok, c'était sadique. Parce que premièrement, au début, on est introduit à Kana, qui est vraiment un personnage, c'est la stéréotype de la princesse, là, qui est riche, qui a son serviteur, fait tout le temps les magasins, se permet de sécher l'école pour aller faire les magasins, et son serviteur Ko qui fait juste dire « Ouais, je comprends. Ah, oui, madame. » Mais ils sont des amis d'enfance, apparemment, donc c'est comme ça qu'elle traite son ami d'enfance. Qui traite son ami d'enfance comme ça, j'en ai aucune idée. Et là, ça se retrouve que les rôles sont inversés. Elle devient la serviteur de lui. Et là, il profite de cette occasion-là pour lui faire payer le traitement qu'elle lui a infligé pendant toutes ces années-là. Et ça va même dans le... pas dans le hentai, mais dans... je sais pas comment dire ça en fait, là, mais qui l'oblige à l'embrasser, à le flatter, ou des affaires de même. Et il n'y avait rien dans ce manga-là qui me faisait sympathiser avec les personnages, qui me faisait m'investir dans l'histoire. Pour moi, c'était une version cheap de « Ok, j'ai jamais lu 50 Shades of Grey, mais je sais c'est quoi l'histoire. » Et pour moi, c'était vraiment une version cheap de 50 Shades of Grey. C'est sadique, il n'y a rien de divertissant là-dedans. Et les personnages... Ok, il y a une chose que j'ai vraiment appréciée du manga, c'est qu'à travers le manga, le personnage de Kana évolue. Elle subit une certaine évolution, et elle vient à comprendre la valeur de l'argent, que c'est pas l'argent, ça se gagne, qu'elle ne devrait pas traiter les autres pour avoir plus d'argent. Et à cause de ça, elle subit une certaine évolution. Et un autre point positif, c'est que les dessins
sont assez jolis. Mais, probablement le personnage de Ko, complètement vide. Même problème qu'avec Rei dans Gigan, c'est vraiment un personnage qui... on dirait qu'il y a juste une expression faciale, et c'est... Fais cela. Non, ne fais pas cela. Qu'est-ce que tu fais? Il y a juste une expression faciale, il n'y a pas de personnalité. Et là, ils viennent à se découvrir des sentiments un pour l'autre. Et pour la façon dont ils se découvrent des sentiments, c'était forcé. J'ai donné à ce manga-là un 3 sur 10. C'est définitivement celui que je recommande le moins. Peut-être si vous aimez 50 Shades of Grey, vous allez aimer ça, mais je le recommande définitivement pas. Donc, prochain manga. Il n'en reste que 2. Prochain manga. Le secret de l'amitié. Un one-shot shoujo. Et ça, c'est définitivement, après Blue Flag, et en fait le dernier dans la boîte, c'était probablement le meilleur. Le troisième meilleur. Donc, la quatrième de couverture. Quand on me demande de quoi je suis le plus fier, je réponds que c'est d'avoir une amie de confiance. Eiko et Mo sont les meilleurs amis du monde. Pourtant, tous les opposent en apparence. La première est physiquement banale, tandis que la seconde est si belle qu'elle fait tourner la tête de tous les garçons qu'elle croise. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un de ses camarades lui déclare sa flamme. Mais à chaque fois, Mo répond d'une manière étonnante. Sortir avec elle, cela signifie aussi qu'il faut être aux petits soins avec Eiko. Du coup, très souvent, les garçons abandonnent, jusqu'à l'arrivée d'un certain Tsushida. Ce dernier semble faire preuve d'une patience et d'une compréhension rares. Et si la relation des deux amis finissait par changer? Donc, le secret de l'amitié, pour moi, c'était vraiment une histoire, en même temps une romance, en même temps une histoire d'amitié, mais c'est vraiment un manga qui... c'est plus comme une romance racontée sous la forme d'une amitié, à travers une amitié. Pas sous la forme, à travers une amitié. On suit vraiment deux personnages que ce qui est le plus précieux pour elles, c'est leur amitié. Et sur Mo, qui fait vraiment passer l'amour en deuxième, après l'amitié. Et qui ne veut pas trouver l'amour tant que ça ne signifie pas d'avoir à laisser l'amitié de côté. Ce qui honnêtement est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde. C'est du monde qui ne veulent pas laisser les amis de côté pour l'amour. Et c'était traité de façon très réaliste pour moi. Et le manga est divisé en 3 parties, chacun raconté du point de vue de un des personnages, de Eiko, de Mo et de Tsushida. Et on peut vraiment voir ce que les autres, ce que chacun voit à travers cette expérience-là. Qu'est-ce qu'elles apprennent, comment elles voient les autres. Et c'est vraiment sur elles qui, non seulement en découvrent sur elles-mêmes, que ce soit leur bon côté ou leur mauvais côté. On a un mot qui, elle trouve finalement l'amour à travers Tsushida, possiblement, mais qui veut surtout pas laisser de côté son amitié avec Eiko. Mais on a aussi Eiko qui sent mal pour empêcher Mo de trouver l'amour, parce qu'elle a le sentiment qu'elle l'empêche d'être complètement heureuse, de trouver l'amour de sa vie, qu'elle ne peut pas être complètement heureuse à cause d'elle. Et on a aussi Tsushida qui voit vraiment cette amitié-là et qui va faire en sorte de conquérir la fille de ses rêves. Et vraiment, c'est un manga que je recommande définitivement. Ça a été une assez belle surprise pour moi. Je sais que j'ai pas mal tourné autour des mêmes points, mais c'est aussi le genre de manga que c'est un peu difficile de dire ce qui est si bon à propos de ce manga-là, mais c'est plus quelque chose qu'il faut lire pour comprendre. C'est vraiment les personnages, l'histoire, les dessins aussi, c'est tout très bien et c'est définitivement un que je recommande.
Et le dernier, mais non le moindre, de la boîte, il s'agit d'un autre 2 volumes, mais c'est aussi un manga qui est assez controversé à cause de l'auteur, de certaines choses que l'auteur a fait. Et il s'agit de Act Age, volume 1 et 2. Donc, si vous êtes au courant de l'histoire de, c'est quoi son nom déjà, Tatsuya Matsuki, qui a été accusé de certaines choses, qui est coupable, en fait, de certaines choses, des choses quand même atroces que je ne vais pas révéler. Donc oui, l'auteur a fait des choses assez graves, mais je ne vais pas parler de l'auteur, ok? Je vais juste parler de ce manga-là pour ce qu'il est, pour son contenu, et non pour son auteur, ok? Donc je ne veux pas susciter une certaine controverse. Donc, Act Age, je vais d'abord lire la 4e de couverture. Des dizaines de milliers de candidats pour une poignée d'élus. L'agence Stars est connue pour la sévérité de sa sélection, mais aussi pour son aptitude à dénicher les étoiles du cinéma de demain. Derrière les paillettes et la lumière des projecteurs se joue une lutte féroce pour la survie. C'est dans ce climat ultra compétitif que la jeune Kei tente sa chance, poussée par la nécessité de trouver un gagne-pain pour nourrir ses frères et sœurs. Quand Suiji Kuroyama, réalisateur aussi génial que méconnu, découvre la lycéenne au cours d'un casting, c'est le coup de cœur. Cette Kei Yonagi est une véritable pépite. Elle ne joue pas, elle devient son personnage. Il le sait, cette technique à double tranchant peut mener à la gloire comme à la folie. Malgré tout, il prend l'adolescente sous son aile pour polir ce diamant brut et dévoiler son éclat. De plateau en audition, Kei débute à marche forcée l'apprentissage du dur métier d'actrice. Donc, la première chose que j'ai appréciée de ce manga-là, c'est son point de vue sur l'industrie du cinéma. Donc, je pense que si c'est pas suffisamment clair, je suis un assez grand cinéphile. Vous pouvez le voir par mon poster de Seven Samurai et de Apocalypse Now. Et donc, pardon. Et donc, j'ai d'abord apprécié le point de vue de l'industrie du cinéma à travers ce manga-là. Et il y a plein de références à plein de films connus. Il y a des références à des films de Kurosawa, à Roman Holiday, à Citizen Kane, à Casablanca et plein d'autres. Donc, j'ai une petite touche que j'ai assez bien appréciée, mais j'ai aussi apprécié son point de vue pour la méthode utilisée par Kei, qui est... excusez, je parle depuis trop longtemps. Sur ce qui s'appelle en fait la méthode Stanislavski. Si vous ne connaissez pas la méthode Stanislavski, c'est une méthode utilisée par pas mal d'acteurs, notamment Daniel Day-Lewis, c'est vraiment le meilleur exemple, où pour pouvoir jouer un personnage du mieux possible, va vraiment s'introduire dans l'univers du personnage, vraiment devenir le personnage, vivre des expériences pour pouvoir devenir le personnage et pouvoir, à travers ça, le jouer le mieux possible. Ça remonte aussi loin que les années 20, avec le fameux film Nosferatu, où l'acteur qui jouait le vampire, Max Schreck, s'était tellement mis dans le personnage que tout le monde dans le plateau de tournage était convaincu que Max Schreck était un vrai vampire. C'est une histoire vraie et c'est une histoire assez intéressante. Donc, ça présente vraiment la méthode Stanislavski sous ces deux angles. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié parce que quelque chose que peut-être que vous ne savez pas, c'est que la méthode Stanislavski présente certains dangers. C'est parce que quelqu'un peut tellement se mettre dans le personnage que ça peut vraiment, ça peut jouer avec sa santé mentale, ça peut même la détruire. Et beaucoup de gens ont peur que c'est ce que ça fasse avec Kei. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est l'acteur Albert Dieudonné, qui, dans les années 20, a joué le personnage de Napoléon dans un film. Et après ça, pour le restant de sa vie, il a commencé à se prendre pour Napoléon. Et il a fini sa vie dans un institut psychiatrique. Encore une vraie histoire. Mais le film Napoléon est un excellent film.
Et le manga aussi a un personnage principal avec Kei, vraiment une personnage intéressante. Vraiment parce que non seulement elle a une personnalité assez simple d'esprit et elle veut vraiment devenir actrice, pas parce qu'elle a une grande passion pour le acting, mais parce qu'elle sait qu'elle a un talent pour le acting et elle doit nourrir son frère et sa sœur qui, que c'est elle qui en prend soin, que c'est elle qui doit les nourrir. Et, euh, et c'est vraiment pour ça qu'elle veut devenir actrice, mais on voit vraiment son talent d'actrice qu'elle elle déniche à travers ses expériences passées. Comme si elle doit jouer quelque chose de triste, ben, elle se remet dans un événement passé qui était triste. Donc, et c'est vraiment à travers ça qu'elle est capable de faire ces performance-là incroyable et on voit tout de sa perspective lorsqu'elle fait un rôle. On voit ce qu'elle voit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle imagine pour pouvoir donner cette performance-là. Comme il y a une scène où elle doit imaginer qu'elle est en train de se faire attaquer par un chien sauvage. Et c'est vraiment intense comme scène. Donc, à cause de ça, Actage est un manga que j'ai vraiment trouvé fascinant du début à la fin. Et la seule chose vraiment négative que je peux dire, c'est que le personnage de Sumiji, le réalisateur qui la découvre et qui veut en faire une grande actrice, peut être assez détestable à certains moments. Il peut être un peu salaud. Il peut être vraiment de dire des lignes comme non, faut que tu fasses ça comme ça. Il peut crier après, mais ça, ça ruine jamais le personnage. Je suis jamais venu à vraiment l'haïr, mais il y a certaines scènes qui ils peuvent taper sur les nerfs. Donc, Actage, non seulement si vous aimez le cinéma, vous allez vraiment aimer vraiment le point de vue de l'industrie du cinéma et les références de films à travers ce manga-là, mais aussi si vous aimez une étude psychologique, si vous aimez ou juste un bon divertissement, je recommande Actage. Oubliez le fait que, comme l'auteur, c'est qu'est-ce qu'il a fait là, pour son contenu, pour son écriture. C'est un manga que je recommande. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vais juste refaire un genre de recap de ce que j'ai présenté. Je vais vraiment juste les mettre de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, celui que je décommande le plus à celui que je recommande le plus. Donc, celui que j'ai le moins aimé, évidemment, Master and Slave. À mon numéro 5, il y en a 6 en tout. Gigant, volume 1 et 2. À mon numéro 4, Jormungand, volume 1 et 2. À mon numéro 3, Le secret de l'amitié. À mon numéro 2, Actage, volume 1 et 2. Et mon numéro 1 de la boîte, ma découverte de la semaine, celui que je recommande le plus, est évidemment Blue Flag, volume 1 et 2. Et donc, c'était tout pour ce mois-ci. C'était la boîte d'Animation J. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas, soyez otaku. À la prochaine!